Bonjour, je vous présente maintenant Monsieur Léon Marino, vice-président environnement chez Cascades. Alors bonjour Léon. Bonjour Hélène. Merci d'être avec nous pour cette capsule sur le volet environnemental de la RSE. Ce que j'aimerais vous poser comme première question, c'est que signifie l'utilisation durable des ressources chez Cascades? Eh bien, ça me fait plaisir premièrement de participer à cette initiative du CPEQ. Merci. Si on parle de ressources renouvelables chez Cascades, je pense qu'il faut comme démarrer avec le fait que la planète, elle est fixe, elle est relativement même petite aujourd'hui pour une population qui continue à grandir. Donc, comme manufacturier, je pense qu'on se doit d'utiliser les ressources de façon responsable puisqu'ils sont limités. Alors concrètement, chez nous, chez Cascades, on utilise principalement de la fibre comme matière première puisqu'on est un fabricant d'emballage et de papier tissu. Oui. Et depuis le tout début, on a fait le choix d'utiliser de la fibre recyclée. Donc essentiellement, c'est de la fibre qui provient du recyclage des bacs dans le domaine résidentiel et industriel. Donc ce qu'on retrouve chez monsieur et madame tout le monde dans le bac bleu. Exactement. Donc c'est pas nécessairement nous qui faisons toute la collecte, c'est dans le fond la population qui décide de recycler et nous on est un utilisateur de ces vieux papiers-là. Concrètement, ça nous permet, ce qu'on fait en Amérique du Nord, c'est environ un recyclage de 2 millions de tonnes par année de vieux papiers. C'est considérable. Que donc on retransforme en papier et carton. Et c'est autant de fibres autant de fibres vierges qui ne sont pas sorties de la forêt pour faire les mêmes produits. Alors, si on pense par exemple à la forêt qui est probablement le plus grand réservoir de biodiversité terrestre, c'est vrai. Le fait de pas lui toucher pour refaire des produits d'emballage, bien évidemment, c'est un positif, vraiment un aspect très positif au niveau environnemental. On a aussi un autre aspect chez nous qui est particulier, qu'on pratique depuis très longtemps, c'est le recyclage d'équipements. Oui. Donc, souvent, comme manufacturier, donc on a besoin de beaucoup d'équipements. Et on va faire la promotion de la réutilisation des équipements usagés, soit en reconditionnement ou carrément en achat d'équipements usagés sur le marché pour l'adapter à nos procédés. Oui. Alors, évidemment, c'est une approche gagnant-gagnant. Pour nous, on est capable de produire avec des équipements moins coûteux. Oui, sûrement. Et au niveau, si on pense au niveau de l'équipement, qui sont souvent des équipements d'une grosseur relativement significative, le réemploi de ces équipements-là, bien évidemment, comme vous savez, le réemploi est dans la partie supérieure de la hiérarchie des 3 RV. Donc, c'est une autre façon aussi de redonner vie, évidemment. Le réemploi est la meilleure chose qu'on peut faire au niveau environnemental. Alors, ces deux aspects combinés, je pense, traduit bien notre participation aux ressources renouvelables. Et puis, quand vous parlez de réutilisation, reconditionnement, est-ce que ça veut dire que votre service d'entretien a pris plus d'ampleur au sein de l'entreprise? Ben, c'est sûr que on peut penser, bon, c'est bien de faire ça et c'est évident, mais effectivement, réutiliser des équipements usagés nécessite un entretien souvent qui est particulier. Comme toute bonne machinerie, le fait qu'elle soit usagée, elle peut être enclin à un entretien plus rigoureux. Il y a aussi les défis technologiques, c'est qu'on doit suivre les développements technologiques. À un moment donné, la machinerie elle doit être, on va dire, mise à jour, puisque elle est basée, mettons, sur une technologie plus ancienne qu'on doit moderniser avec l'automatisation et tout. Donc, ça nous a forcé à être assez ingénieux aussi pour, on va dire, moderniser l'équipement que l'on réutilise, l'équipement de base, et en fait, après bien des années, encore valable aujourd'hui parce qu'on l'a transformé, on l'a adapté à la réalité, en partie l'automatisation au niveau manufacturier. Alors, c'est un bon conseil pour nos auditeurs aussi. Ben, c'est sûr que réutiliser, réemployer quelque chose qui est existant on peut le faire parce que je suis conscient qu'au niveau manufacturier, il y a des contraintes. Par exemple, au niveau seulement technologique, on sait comment ça évolue rapidement. Oui. Donc, il y a une limite à pouvoir utiliser des vieilles technologies. Parfois, les vieilles technologies sont pas très efficaces, donc ils peuvent avoir un effet même négatif au niveau environnemental. Donc, il faut vraiment bien combiner ça. Et il y a une limite à un moment donné où on doit évidemment faire je dirais, des changements technologiques pour vraiment rester à la page. Donc, l'idée, je pense, c'est de faire une combinaison entre des équipements et aussi, je reviens sur le choix de notre fibre, qui est très importante. Celle-là, elle est fondamentale dans notre esprit comme corporation. Réutiliser de la fibre qui a déjà été sortie de la forêt une première fois,
Je pense que ça, c'est indéniable, c'est un plus environnemental sur toute la ligne. Oui, ça met moins de pression sur la ressource, effectivement. Exactement. Puis, il faut faire le message aussi que on a besoin de la forêt pour renouveler le tout. Alors, on n'est pas en contradiction avec la forêt, on est plutôt complémentaire. On fait partie de la solution de réutiliser cette fibre-là lorsqu'elle est sortie une première fois de l'arbre, on va s'exprimer comme ça. Il est important de la réutiliser le plus de fois possible et on est là pour faire ce travail-là. Alors Léon, nous venons de traiter de la ressource durable dans l'arbre, hein, mais il y a d'autres ressources durables dans une papetière. Il y a l'utilisation de l'eau. Comment chez Cascade vous gérez l'utilisation de l'eau? C'est une excellente question puisque dans notre domaine, effectivement, l'eau est utilisée en très grande quantité. Et avant de parler protection de cette ressource-là, je vais expliquer un peu pourquoi, dans le fond, l'industrie consomme autant d'eau. Oui. Alors évidemment, l'objectif dans notre secteur, c'est de fabriquer des feuilles, soit des feuilles de carton, des feuilles de papier. Et pour fabriquer une feuille de qualité, il faut absolument avoir un tapis de fibres uniforme au niveau de la fabrication. Et les fibres, ce que les gens savent plus ou moins, c'est qu'ils sont chargés électrostatiquement. Alors pour pas qu'ils forment d'amas, on doit les diluer dans une très grande quantité d'eau pour pas qu'en fait, il y ait tendance à faire des agglomérats. Ah bon? Alors, concrètement, sur une machine à papier, lorsqu'on parle de la formation de la feuille, pour faire 1 tonne de papier, on a besoin entre 200 et 1000 mètres cubes d'eau. Oh, quand même. Pour les diluer suffisamment pour que les fibres, dans le fond, ils soient à distance suffisante les unes des autres pour avoir un matelas uniforme. Alors évidemment, c'est des très grandes quantités d'eau et depuis longtemps, donc l'industrie a eu une approche pour ne pas consommer cette quantité d'eau-là à chaque tonne. Et une des approches, c'est le bouclage de l'eau. Alors chez nous, chez Cascade, on a vraiment poussé cette approche-là. Donc l'idée, c'est de réutiliser la goutte d'eau. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et en fait, selon les procédés, on peut la réutiliser jusqu'à 20 fois. Ah, quand même. Donc oui, au début de la machine, on a besoin de la quantité que j'ai mentionnée, sauf qu'en réutilisant la même eau, en fait, on apporte peu d'eau nouvelle ou beaucoup moins d'eau fraîche, si on veut. C'est un peu notre jargon chez nous d'appeler ça de l'eau fraîche, donc la nouvelle eau pour produire, puisqu'on recycle l'eau jusqu'à une vingtaine de fois. Alors, le fait de recycler autant de fois cette eau-là, il y a des contraintes. Il faut, par exemple, la filtrer, puisque quand on veut la réutiliser, elle doit être quand même exempte de matière en suspension. Et on a donc des systèmes de filtres, on a plusieurs types d'équipements. Et ça nous permet de réutiliser cette eau-là, donc autant de fois que j'ai mentionné. Il y a 3 avantages intéressants ou collatéraux du fait de réutiliser l'eau. La première, c'est que les équipements de filtration que j'ai mentionnés nous permettent donc d'enlever dans l'eau les matières en suspension qui sont principalement des fibres courtes. Okay. Alors ces fibres-là, on les réutilise et on les remet dans la feuille, qui est l'objectif visé. Donc on les remet sur la machine à papier qui finissent par s'attacher à d'autres fibres. Il n'y a pas de perte. On diminue les pertes énormément en faisant ça. Le deuxième avantage, c'est au niveau énergétique. Il faut voir que notre eau, par exemple, on dit on consomme de l'eau, ben c'est de l'eau qui est à 10 degrés C, qui est tirée d'une rivière ou d'une prise municipale. Et notre procédé est à peu près à 50 degrés C. Oh. Donc, on a une différence importante. Alors, on doit chauffer l'eau. Alors, on sait que chauffer l'eau, c'est très énergivore. Alors, en réutilisant cette eau chaude-là, on diminue de beaucoup notre empreinte énergétique. C'est vrai. Et la troisième avantage aussi, c'est que le fait d'avoir, donc puisqu'on boucle l'eau plusieurs fois, on a beaucoup moins d'effluents. Et donc la quantité d'eau à traiter est moindre que si on l'utiliserait juste une fois. Alors on sait qu'en système de traitement, moins on a d'eau à traiter, plus pour un même équipement, on va avoir une efficacité élevée d'enlèvement, par exemple des MES et des DBE. Okay. Donc parce que quand on a fini d'utiliser l'eau, on la traite avant de la rejeter à la rivière. Alors, les rejets à la rivière s'en trouvent autant diminués puisque nos équipements peuvent performer dans les meilleures conditions puisqu'il y a moins de volume à traiter. Donc, c'est tous des avantages qui sont reliés à une économie d'eau. Et au net de tout ça, après toutes ces années d'efforts, on consomme en moyenne 10 mètres cubes d'eau par tonne chez Cascade, alors que la moyenne de l'industrie est à 60. C'est excellent. Donc, c'est quand même une très bonne performance. 6 fois. Alors, c'est vraiment significatif et on en est bien fiers puisque au niveau, peut-être pas nécessairement au Québec où l'eau est abondante, mais au niveau international, on sait que la disponibilité de l'eau devient un enjeu prioritaire. Alors, je pense que on a tout intérêt à continuer à progresser et à faire, je dirais, des papiers cartons dans cette voie-là en minimisant la quantité d'eau utilisée. Et je trouve ça très intéressant ce que vous venez de nous expliquer parce que quand on vous écoute depuis le début, on comprend que vous recyclez le papier, vous recyclez la machinerie,
et vous recyclez l'eau. Donc, vous êtes un exemple dans le domaine du recyclage. Effectivement. C'est certain que quand on réutilise quelque chose, on diminue l'empreinte environnementale. Et aspect aussi important qu'il faut mentionner, peu importe le sujet ou le média réutilisé, c'est l'esprit aussi qu'il y a derrière ça. Il faut voir que lorsqu'on recycle quelque chose, qu'on réutilise quelque chose, c'est clair que il faut avoir des bénéfices. Oui. Et alors je viens d'en mentionner des bénéfices qui sont clairs, et je pense que Cascade, ce qui a fait notre succès, c'est d'identifier ces bénéfices-là pour l'entreprise, puisque l'entreprise, au niveau temporel, elle est passablement durable. On est là depuis 50 ans. Et donc, pour une entreprise, c'est important aussi d'être rentable pour pouvoir avoir des lendemains. Oui. Et il faut qu'on trouve des solutions environnementales qui soient gagnant-gagnant, gagnant pour l'entreprise et gagnant pour l'environnement. Alors ça, c'en est un bel exemple au niveau de là. Effectivement. Maintenant, si on parlait de changement climatique aussi et de prévention de la pollution, comment Cascade se démarque en changement climatique et en prévention de la pollution? J'aborderai la question sur l'angle de évidemment changement climatique. On va discuter des émissions de gaz à effet de serre et de notre impact, mais aussi prévention de la pollution. Je le verrais comme en étant des ressources qu'on a pu ne pas consommer, puisque c'est la meilleure façon de prévenir un enjeu. C'est le premier R de la hiérarchie. Exactement, de réduire. Exactement. Alors si on regarde cet aspect-là dans un premier temps, je dirais au niveau énergétique, on a déjà discuté amplement de notre entreprise qui est basée sur la fibre recyclée. Le fait d'utiliser la fibre recyclée pour faire des produits d'emballage et de tissu, de papier tissu, ça permet de consommer 2,5 fois moins d'énergie que faire les mêmes produits à partir de fibres vierges. Alors évidemment, si on consomme moins d'énergie, on peut penser qu'il y a toutes sortes d'effets bénéfiques de prévention de la pollution, puisqu'on consomme moins d'énergie, on fait moins de travail pour obtenir le même produit. Moins d'émissions de gaz à effet de serre. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'émissions de polluants, etc. Moins de consommation de ressources. Et aussi, un autre aspect, Cascade a toujours été sensible à l'économie circulaire. Oui, ce qu'on appelle parfois l'écologie industrielle. Exactement. Même. Alors, chez nous, par exemple, un des impacts majeurs, c'est le séchage du papier, qui nécessite des grandes quantités de vapeur. Le séchage du papier se fait par tous avec de la vapeur. Oui. Et on va utiliser des tiers, donc des compagnies, des voisins, qui sont en fait des usines de cogénération, pour nous fournir la vapeur. Alors, évidemment, à l'échelle où on a besoin de quantité d'énergie, c'est très significatif. Ce sont des usines qui vont donc être... il faut avoir la configuration géographique favorable, c'est-à-dire pas très loin, oui. Mais on suscite le jumelage pour que ces projets-là arrivent. Alors, le jumelage qu'on appelle parfois les synergies. Oui. Alors, évidemment, donc, par exemple, une usine qui va brûler des ordures ménagères, oui. Va aujourd'hui... Il n'y a plus personne qui brûle des ordures ménagères ou des résidus sans avoir une forme de récupération. Donc, ils vont produire de l'électricité ou de la vapeur. Et nous, c'est là qu'on arrive comme joueur, c'est qu'on vient acheter cette vapeur-là pour le tiers. Il faut voir que ça paraît tellement logique qu'évidemment, on se dit, tout le monde devrait faire ça. Bon, ça prend la situation géographique de partenaires qui soient prêts. Mais je dirais aussi un aspect que des fois on oublie, c'est que et ça, nous, on est très ouvert, il faut être capable de gérer le risque. Ah oui. Parce que l'incinérateur, par exemple, sa fonction première n'est pas de produire la vapeur. Non. C'est de régler un enjeu de résidus, donc en faisant la combustion. Alors, sa priorité numéro 1 n'étant pas de la vapeur, nous, lorsqu'on fait une association de la sorte, oui. On dépend de notre tiers, on dépend de notre fournisseur oui. Et c'est le cœur du procédé. Si on n'a pas de vapeur, on arrête la production. Oui, alors, vous comprendrez que étant donné que lui, c'est pas sa priorité numéro 1, la production de vapeur, on pourrait être pensé en gestion de risque d'entreprise de dire non, ça c'est le cœur du procédé, on va le contrôler. Alors, si on voudrait le contrôler, il faudrait acheter des combustibles par nous-mêmes. Oui. Et faire notre propre vapeur, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Effectivement. Alors, on fait ce pari-là. Évidemment, on est capable d'encadrer le risque avec des contrats d'approvisionnement, mais il reste que dans la vraie vie, je peux vous confirmer que des fois, on manque de vapeur parce qu'il y a des enjeux techniques. Et on prend ce risque-là. C'est un beau risque. Mais il faut être prêt comme entreprise à le faire parce que c'est pas vrai que c'est de la vapeur qui arrive au bout d'un tuyau qui est gratuit puis qui est là tout le temps à 100%. Non, mais je pense qu'il faut faire de l'effort
Et à la fin, c'est gagnant aussi pour l'entreprise, parce que vous imaginez, on n'a pas besoin de combustible. Oui, c'est l'énergie thermique du voisin qui nous est utile. Alors, c'est un beau projet. Ça arrive souvent ou quand vous dites on prend le risque? Quand en fait, la difficulté là-dedans, c'est d'avoir l'assemblage géographique qui est là. Ça prend un partenaire qui est à une distance quand même de quelques kilomètres, juste pour la question de acheminer la vapeur par tuyau. Donc, lorsqu'elle est là, on favorise les échanges et on essaie d'arriver avec des ententes. Alors, on en a quelques-unes en cascade. C'est sûr que ça s'applique pas partout, mais lorsqu'il y a la possibilité, on fait l'effort d'aller vers là et c'est habituellement gagnant-gagnant aussi pour l'entreprise qui gère des résidus puisqu'elle a un revenu additionnel. Je dois dire aussi à ça que donc au net, par exemple, en termes de gaz à effet de serre, on a réduit de 50% nos émissions, autant en intensité que en émissions totales. Ah oui. Donc, si on compare avec 90, on a coupé par 2 nos émissions. C'est un concours de 2 choses. Vente d'actifs ou fermeture d'usines non efficaces. Ça, c'est moins une bonne idée. Oui. C'est-à-dire, c'est moins une bonne nouvelle quand on réduit nos émissions, que ça soit attribuable à de la fermeture. Ça serait juste ça serait un peu triste, mais ça en fait partie et on est bien honnête quand on dit aujourd'hui on a un portfolio d'usines plus performantes qu'il y a 20 ans parce qu'on a dû faire ces choix-là. Mais aussi, entre autres, par l'économie circulaire que je viens de mentionner, mais aussi un autre aspect qu'on a mis de l'avant qui nous a aidé et qui nous a aussi démarqué. C'est dès 1998, on a décidé de former un groupe d'intervention en énergie. Ah oui? Donc, 20 employés qui sont principalement des ingénieurs, qui sont dédiés à l'efficacité énergétique. Ah oui, c'est un gros groupe. Oui, alors ces gens-là, ils sont là pour trouver des économies d'énergie. Pourquoi former un groupe comme ça? C'est un peu paradoxal, mais c'est quand même une réalité dans le domaine manufacturier. Oui. Quand on sauve de l'énergie, ça paraît pas. Donc, c'est intangible. Oui. Alors, pour, par exemple, un directeur d'usine, c'est des projets intangibles, c'est pas matériel. Alors, il y a un réflexe humain de pas nécessairement choisir ce projet-là, même s'il y a un certain retour. Il y a aussi le fait que dans notre secteur, on a besoin de beaucoup d'investissements pour se tenir à la page. Et les fonds sont pas suffisants pour tous les projets. Alors, il y a une liste de priorisation et les projets énergie sont pas nécessairement tout le temps mis de l'avant. Ah, oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le groupe de travail, on leur a accordé un budget spécifique. C'est une enveloppe budgétaire qui gère et les retours sur investissement des économies sont remis dans le fonds. Alors, les gens, ce qu'ils font, ils sont donc un levier économique pour les usines pour favoriser et mettre dans le haut de la liste. C'est ça, monter les dossiers d'efficacité énergétique sur le Alors, ça aide à ce que plus de projets se réalisent. Évidemment, c'est fait en usine. Mais ce groupe-là, donc, stimule l'idée que ces projets-là doivent se faire. Et des fois, on a une vision court terme. Par exemple, on a un prix du gaz naturel qui est très bas durant ces dernières années, mais on sait que ça va revenir. Alors, il faut avoir une vision des fois un petit peu plus à long terme. Alors, ce groupe-là pousse à l'interne pour réaliser le plus de projets possible. En terminant là-dessus, on peut dire que les gouvernements, ont décidé de mettre en place des cibles très ambitieuses, oui, et voire ambitieuses. Et on parle donc pour les horizons 2030-2050 des cibles qui varient entre 30 à 85% de réduction. Alors, pour nous qui a déjà réduit de 50%, c'est clair que d'atteindre des niveaux de réduction encore comme ça dans les prochaines années, c'est le principal défi environnemental de Cascade. Sûrement. Parce que, oui, on va continuer à travailler en efficacité énergétique, mais ça sera pas suffisant. Il va falloir changer nos façons de faire en incorporant de nouvelles technologies qui n'existent pas à ce jour. Alors évidemment, innovation, on est ouvert, mais c'est certain que c'est tout un défi parce que là, on va devoir aller vers des nouvelles technologies. Entre autres, par exemple, le séchage du papier. Comment on peut faire du papier de façon différente ou comment peut-on le sécher de façon différente? C'est le défi des prochaines décennies pour Cascade. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est... je vous rassure, dans une certaine mesure, puisque les cibles ambitieuses, c'est pour l'ensemble du Québec. Donc, le secteur industriel aura une certaine part, mais quand même, vous êtes très à l'avant-garde de déjà réfléchir à la question. Maintenant, si on parlait de la gestion des matières résiduelles, Léon, chez Cascade, où vous vous situez exactement?
Je m'attendais qu'on ait cette question. On a parlé depuis le début des vertus de la fibre recyclée. Du recyclage. Du recyclage, mais il faut voir qu'au niveau des matières résiduelles, c'est là que le bas blesse. Ah oui. Dans le sens que, donc, nos approvisionnements, ça provient de vieux papiers. Et les vieux papiers ne sont pas exempts de contaminants et de matières indésirables, puisque dans le fond, c'est déjà une chaîne de recyclage. Alors, dans nos intrants, dans notre matière première, on a toutes sortes de choses qu'il faut enlever pour, évidemment, refaire nos produits, comme par exemple de la broche, du sable, du verre, du plastique. Oui, on entend ça. Et toutes ces matières-là, évidemment, on doit donc les gérer et en fait, on les achète à partir de notre matière première qui est, en guillemets, contaminée. On dit contaminé, c'est qu'il se retrouve parmi la fibre, même si le papier, entre le bac de recyclage des individus, a passé à travers un centre de tri. C'est pas un triage parfait, donc ces matières indésirables-là se retrouvent chez nous. Okay. Et donc, ça fait un volume de résidus à gérer. S'ajoute à ça aussi les fibres très très courtes qu'on n'a pas pu insérer dans la feuille. Qu'est-ce que c'est une fibre très très courte? En fait, une fibre, c'est un peu comme un cheveu, en fait, Okay. et à partir du moment qu'on la réutilise plusieurs fois, elle se fractionne. À un moment donné, elle devient tellement courte qu'elle passe à travers les toiles et les tamis qui servent à former la feuille. Ah bon. Alors, dans le fond, c'est de la fibre qu'on perd, qu'on n'est pas capable de mettre dans notre produit fini, qu'on appelle ça les bouts de papetière. C'est dans le fond essentiellement des bouts. Tout ça mis ensemble, si on regarde à l'échelle de Cascade, c'est environ 600 000 tonnes par année humides, sur une base humide, mais quand même 600 000 tonnes, c'est un chiffre significatif. Donc c'est clair que depuis longtemps, Cascade sait bien que dans le domaine du recyclage, un peu un inconvénient, c'est la gestion des matières résiduelles associées. Alors, dès la fin des années 80, Cascade étant quand même, évidemment, au fait de ça, a usé, je dirais, de perspicacité, puis a mis des efforts pour essayer de trouver des usages pour ces produits-là. Parce que là, on parle de matières résiduelles, mais en fait, ça vient de différents endroits dans le procédé. Chacun a leur particularité, donc on appelle ça différents flux de matière. Et dans certains cas, ils ont des propriétés intéressantes pour des usages. Alors, les usages internes ou pour d'autres entreprises? Les deux. Donc, après 30 ans de travail avec l'université, aussi essais au champ, etc., on a près de 76% de notre chiffre de tout à l'heure qui est valorisé. Donc, on a 76% des matières qui sont déviées de l'enfouissement et principalement en énergie thermique. Oui. Mais aussi en valorisation agricole, par exemple en amendement calcique, ça remplace la chaux agricole au niveau des producteurs, et aussi en fertilisation, donc ça remplace des fertilisants chimiques achetés pour faire la production. Donc, ça devient une matière première pour d'autres, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle aussi, pour d'autres, si on veut, effectivement. D'autres acteurs. Oui, et il y a d'autres applications comme par exemple litière pour animaux. Oui. Et aussi réintroduction dans différents produits carton, que ce soit chez nous ou ici ailleurs dans d'autres entreprises. Parce que, comme je vous ai mentionné, il y a beaucoup de fibres courtes qu'on peut quand même faire quelque chose avec ces fibres-là. Alors, je pense qu'avec 76% de valorisation, c'est quand même bien. À long terme, on vise évidemment à zéro déchet, mais vous admettrez que, comme pour une entreprise comme la nôtre qui part de vieux papier, c'est tout un défi. Oui, puis vous êtes déjà très avancé. Oui, c'est ça. Mais il reste qu'on peut encore s'améliorer et on travaille sur le 24% qui reste à essayer de trouver des usages. Donc, ça, je pense que ça donne le portrait au niveau de la gestion des matières résiduelles. Puis, si vous aviez, Léon, un mot de la fin, un conseil, une recommandation à donner à nos auditeurs, qu'est-ce que vous diriez? Ben moi, d'emblée, c'est simple, c'est que, bon, premièrement, Cascade était bien heureux de participer à cette initiative du CPEQ, puis la raison, c'est que si on peut allumer une flamme chez de jeunes entrepreneurs québécois, en ayant des idées, parce qu'en fait, c'est souvent plus une façon de penser. Chaque secteur a ses particularités, mais si on peut allumer une flamme de produire mieux, produire en tenant compte de la planète, ben on aura atteint notre objectif et on a besoin de relève au Québec au niveau entrepreneurial. Et si on peut le faire de façon durable, puis on peut contribuer d'une façon toute simple. On en va être bien content. Alors, c'est un petit peu notre petite contribution pour les générations futures de donner un peu quelques trucs et surtout une façon de penser pour produire, je pense, intelligemment. Et c'est très généreux aussi. Alors, je voudrais vous dire merci beaucoup. C'était très intéressant. Alors, à tous, je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube
Et également, n'oubliez pas d'aller visionner nos prochaines capsules sur notre site Internet. Merci et au revoir.